je vous propose justement d'ouvrir la table ronde avec tout le monde sur ces questions. Il y a une question qui est posée encore par Guillaume Fastré et qui dit « Aujourd'hui, un grand nombre d'agriculteurs se mobilisent pour défendre une agriculture familiale. Et j'observe que dans son vécu de la discussion de ce matin, il a l'impression qu'on va toujours vers l'unité de travail par unité de production selon les visions d'agriculture qu'on a développées ce matin. Donc une vision plus productiviste. Et donc finalement, est-ce que dans le débat de la numérisation, est-ce que l'homme est en compétition avec la machine sur la ferme? Qui veut prendre la parole? Jean. Je ne crois pas du tout. Je crois que la numérisation permet à l'homme de beaucoup mieux maîtriser. Je vous ai donné l'exemple de la détection des chaleurs. C'est quand même plus agréable d'avoir un taux de fécondité, un taux de réussite en première insémination de 50%, si on pouvait y arriver, que d'en avoir un de 15 ou de 20. Donc, moi, je ne crois pas du tout que ça soit antinomique. Par ailleurs, est-ce qu'on peut encore imaginer des exploitations agricoles où on est tout seul? Ça, c'est un autre problème qui est un débat plutôt philosophique, mais avec le mode de vie aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on peut encore être disponible 24 heures sur 24. Or, dans l'élevage en général, même avec tous les moyens modernes, il y a quand même toujours des interventions qui portent sur plus de 12 heures de fourchette. Donc, voilà, il y a un débat philosophique. Qu'est-ce que c'est un modèle agricole familial où, nous, il est familial, mais il est quand même important puisqu'il y a 3 fils. C'est pas fréquent. Hein, mais tout seul, je suis quand même embêté aussi. Donc, il faut garder ce type de structure, mais sûrement pas en ayant peur de la numérisation. Bruno, tu présentais l'exemple de ta ferme où finalement vous êtes plusieurs familles à vivre sur l'exploitation. Ouais. Et donc, est-ce que la machine a été en compétition avec la famille? Non, hein, la machine est venue en soutien et on ne ferait pas marche arrière. Si on avait 180 vaches de traite, enfin 180 vaches à traire en salle de traite, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que traire 180 vaches, ça prend un certain temps. Soit il faut un suréquipement, et ça a un coût aussi, ou alors il faut prendre du temps de le faire manuel. Enfin, donc non, et sans les machines, on ne serait plus là. Enfin, on n'aurait sûrement pas à continuer. Tu prendrais moins de plaisir finalement? Oui, sûr. Hervé? Oui, je partage totalement tout ce qui a été dit. Je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure, que le digital est le plus formidable outil qui nous est donné d'avoir actuellement. Mais il faut veiller à ce que ce ne soit pas un mauvais maître. Donc, il ne faut pas en faire un maître. C'est clair. Et tous les exemples qui sont donnés là, c'est clair que les agriculteurs qui là l'utilisent n'en ont pas fait un maître. Je voudrais vous donner un exemple qui a été donné par le ministre de l'Agriculture français lui-même il y a quelque temps, répondant à une question de quelqu'un qui craignait justement que la robotique vienne remplacer l'homme. Certains tiennent ce discours, qu'il n'y ait plus de place pour l'homme dans l'agriculture. Écoutez, j'ai 4 enfants qui lui dit je rêverais qu'il y en ait un qui un jour soit agriculteur. Imaginons qu'ils veulent faire du lait. S'il a un robot de traite, eh bien, il pourra, comme les autres parents, le soir, aller à la réunion de parents à l'école. S'il a la traite à faire, il n'ira pas. Je pense que tout est dit. C'est ça. Magnifique. François. Juste compléter, peut-être par rapport, et faire une synthèse par rapport des éléments qui ont été donnés. La machine et la connectivité, pour moi, elle représente une menace, tout d'abord, quand elle vient gommer la nuance et la critique, qui sont des qualités humaines, pas des qualités d'une machine. Et là, je rejoins ce qu'Anne-Sophie disait, il y a une équipe de consultants, vétérinaires, agronomes, encadrants d'élevage qui sont là pour faire parler les données. On ne les boit pas, on ne les ingurgite pas telles quelles. Et deuxième élément, qui est plus en lien avec des discussions que j'ai déjà pu avoir avec une éleveuse française qui est à la fois comportementaliste et qui décrit aussi la machine comme un outil, un service à l'élevage, mais qui ne doit pas non plus se substituer au contact que l'éleveur peut maintenir avec le troupeau et qui est important aussi de consolider sur le long terme.
Ce n'est pas parce qu'on dispose d'outils connectés qu'on ne doit plus être dans ces animaux. Pour moi, ce sont les deux seuls risques. Mais c'est un appui formidable. Et je pense que les illustrations qui ont été données ce matin vont vraiment dans ce sens-là. Je crois effectivement qu'on a l'impression, en tous les cas, de mon vécu, que la donnée, elle consolide les équipes. Jean, tu disais très bien que ça favorise le travail intrafamilial avec une diversité d'intervenants parce que tout le monde a la même base de référence. Toi, tu disais, ben voilà, c'est aussi augmentation du confort. Les gens peuvent travailler en équipe en ayant une maîtrise de leurs revenus, etc. Il y a une question qui a été posée par un intervenant, c'est le professeur Christian Hansen, qui demande est-ce qu'on a une idée de l'utilisation des capteurs et des outils connectés, de leur coût moyen par l'éleveur et une idée de leur retour sur investissement. Est-ce que l'un d'entre vous peut donner peut-être une idée chiffrée ou en tous les cas très qualitative sur votre niveau de vie ou confort de vie? Par exemple, je prends le Air Navigator. On dit que, ça, grosso modo, en réactif, ça coûte 50 € par vache par an. Si on maintient grâce à ça, rien qu'en maintenant un intervalle vélage aux alentours de 400 jours, comparé à 420 ou 430, si on met 2 € au jour supplémentaire d'intervalle vélage, il est rentabilisé. Donc, la rentabilité, elle vient aussi de qu'est-ce qu'on fait de la donnée. Parce que je peux avoir le Air Navigator qui me dit qu'elle est en chaleur. Si je ne vais pas inséminer, ça ne sert à rien. Et s'il me dit que, enfin, si je vois sur les courbes qu'elle va réagir plus tôt, ben, si j'attends d'inséminer, je vais être en retard aussi. Donc, il y a toujours quand même une part de l'éleveur qui est là. Mais avec un troupeau comme on a, robotisé, vie familiale, transformation, etc., sans les outils, on n'aurait pas les mêmes résultats. Tu ne serais aujourd'hui pas une entreprise avec 7 ou 8 personnes qui bossent en interconnexion entre humains, mais grâce finalement à des outils. Oui. Ouais. Hervé? Ce qui compte le plus, c'est pas le coût, c'est le ROI, hein, c'est le retour sur investissement. Et j'ai évoqué tout à l'heure quelque chose que vous connaissez probablement moins en Belgique que chez nous, qui est l'irrigation. On met des sondes capacitives pour mieux irriguer. Si on met une sonde par exploitation, qu'on se fait uniquement la sonde, on aura des résultats. Si on met 100 sondes dans son exploitation, individuellement, on aura 100 résultats les uns à côté des autres. Si on en met 50 sur les 100 fermes qui sont interconnectés pour donner un résultat, on aura un résultat qui sera bien meilleur et un coût qui sera moindre. Donc, c'est là qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Oh, c'est pas systématique dans tous les cas, hein. J'ai bien aimé ce que vous dites pour ce que vous faites en élevage viande. C'est très bien. C'est individualisable au niveau de l'exploitation. Pour certaines choses, ça y est moins. On doit même réfléchir à le faire en commun. On gagnera en coût économique, mais également en coût environnemental, parce que n'oublions pas que tous les capteurs qu'on peut mettre ont aussi un coût environnemental. C'est souvent des terres rares, des métaux précieux, des choses comme ça. Donc, il faut aussi qu'on ait ça en tête. C'est quelque chose qui va nous arriver, de toute façon. Je reprends une question qui est posée cette fois-ci plus sur un plan macro et qui va concerner Carlo et Marie-Laurence notamment. Il prend l'exemple, donc c'est Olivier O, qui prend l'exemple des domaines de l'énergie et des télécoms dans lesquels on parle de dérégulation au niveau européen. Il dit, est-ce que quand on fait de la numérisation en agriculture, est-ce que finalement on ne tresse pas la corde pour se pendre? Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu le débat que j'ai voulu tout à l'heure faire apparaître. Ça dépend comment on place l'agriculteur par rapport à ce schéma-là. S'il est dans la partie qui régule quelque part, voilà, c'est quelque chose qui est positif et qui peut lui permettre de capter de la valeur sur une partie des choses qu'il a contribué à développer. Si maintenant, enfin, je n'aime pas d'opposer le monde de l'industrie avec le monde de la coopérative, mais je trouve que j'ai des exemples où régulièrement ces données, alors qu'elles sont fournies par l'éleveur, ces éleveurs sont connectés avec nos systèmes historiques. Aujourd'hui, par exemple, des industriels font cotiser pour qu'on puisse interagir au bienfait de l'agriculteur pour qu'on alimente leur système en information, des IA, des élages et ainsi de suite. On parle de licence à 10 000 € la licence annuelle. Donc non seulement ils commercialisent leur matériel, ils souhaitent que leur système puisse être alimenté par nos données,
Et pour qu'on puisse apporter un service de qualité à nos membres, il faut qu'on cotise 10 000 € par an pour alimenter ce système-là en données. Tous les industriels ne sont pas comme ça, mais certains le sont. Et donc ça, c'est quelque chose qui me dérange fortement parce que, voilà, sans oublier qu'eux collectent cette information, la compilent et développeront demain des services qui vont de nouveau être rémunérés chez l'éleveur. Voilà, c'est un peu donc la régulation, être ouvert, réguler, mais au départ peut-être un système où l'éleveur a encore sa place. Est-ce que Marie-Laurence, tu as un point de vue sur la question? Oui, au risque de répéter ce que Carlo a dit, effectivement, donc c'est la captation de la valeur ajoutée. Et pour ça, il faut garder la maîtrise des données. On n'a pas le choix. Donc, un agriculteur ne sait pas gérer ses données nécessairement tout seul parce que il faut les stocker, il faut une fiabilité, il ne faut pas perdre les données. Un disque dur, ça peut toujours cracher. Donc, il a besoin vraiment d'une structure, d'une base de données et idéalement collective, effectivement, pour qu'il puisse garder la maîtrise des données. Et alors, voilà, maintenant, on l'a vu, il y a plusieurs sortes de données et je réagis aussi par rapport à ce qui a été dit avant. Les données techniques, c'est, je dirais, la partie facile de la gestion collective des données. Après, il y a les données de filière. Et à un moment, un agriculteur a aussi intérêt à faire passer l'information dans les maillons qui suivent. Parce que au terme du transfert des flux, peut-être que son produit pourra se démarquer, son produit pourra capter une plus-value. Alors tout le défi après, c'est de faire le feedback et de redescendre la filière vers l'agriculteur. Et ça, c'est là que ça devient vraiment très, très, très compliqué, d'où l'intérêt d'avoir des bases de données qui sont capables à un moment de monnayer les données collectives des agriculteurs. Et à un moment, il faut dire les choses comme elles vont devoir être. On va devoir se donner les moyens d'être en capacité de vendre nos données pour capter la valeur ajoutée et après la ristourner vers l'agriculteur qui est propriétaire des données. Absolument, c'est l'élément central. Est-ce que dans les agriculteurs, est-ce que vous voyez un stress, une angoisse particulière à la mise à disposition de ces données? Comment est-ce que vous gérez votre propriété intellectuelle sur vos propres données? Question piège. Moi, je n'ai pas de souci parce que je crois que tout au long de ma carrière, j'ai quand même partagé beaucoup, mais j'ai appris beaucoup. Je suis régulièrement les débats sur LCI, hein, la chaîne française, et il y avait, il y a quelques mois, Pascal Perry, je ne sais pas si vous le voyez de temps en temps, qui est un économiste français qui disait « Le XXe siècle appartenait à ceux qui détenaient les données, le XXIe siècle appartiendra à ceux qui les partagent. » Alors c'est vrai qu'il y a une question de monnayer ces données, mais imaginez quand même, comment aurait-on pu créer ce vaccin contre le Covid si les sociétés n'avaient pas partagé leurs données? C'est sûr qu'ils les ont monnayées, mais la société en a retiré combien de fois plus que ce que Pfizer ou Moderna vont gagner? Tant mieux. Bon, j'ai des convictions politiques, on le sait, ça transparaît, mais moi, j'ai pas de souci. Je crois quand même que renforcer l'éleveur, renforcer l'agriculteur dans son rôle, et on a vu tous les outils qui permettaient de le faire, le rendre indispensable. Moi, j'ai pas peur pour le métier. J'ai plus peur d'un manque de main-d'œuvre, et nous sommes probablement à peu près du même âge. J'ai plus peur que mes fils ne s'en sortent pas dans le boulot et qu'ils ne trouvent pas les gens voulus pour se faire aider que de voir disparaître le métier. J'ai beaucoup plus peur de ça. Donc, moi, valoriser des données, si on en retire quelque chose, et là, le système coopératif ou SBL, comme on l'a en Belgique pour certaines choses, c'est très intéressant, évidemment. Il ne faut pas négliger ça, ça, tout à fait. Mais aller contre John Deere, pas facile. Aller avec. Hein? Aller avec. Oui, mais totalement. Alors, c'est une vraie question, la question de la régulation. Et il en faudra une. Alors, c'est vrai pour l'agriculture, mais pas que. Okay. Je dirais qu'il y a des domaines. On parle beaucoup, par exemple, de la. Moi, j'ai été 2 ans au Conseil national du numérique en France. On a travaillé, par exemple, sur les contenus haineux.
sur les plateformes de réseaux sociaux. C'est un autre domaine. Mais, et là, une loi était pour passer chez nous pour donner quelque part un pouvoir de justice, de censure aux plateformes elles-mêmes. Que nous, on s'est battu contre, on a refusé. Parce que là, on est dans du régalien qui n'est pas du domaine des plateformes. Donc, ça pose des vrais problèmes. Mais le souci qu'on a avec la régulation, c'est que notre esprit est formaté pour parler de régulation avec ce qui existait avant le numérique. Et on a toute une chose. Alors, c'est pas facile, mais il y a des choses à inventer pour pouvoir créer des nouvelles formes de régulation. Et j'ai pas de recette qui tiennent compte des nouvelles réalités du numérique. Et effectivement, moi, je suis totalement d'accord. On a l'avenir. Je connais bien Pascal Perry. On partage cet élément-là ensemble. L'avenir appartiendra à ceux qui les partagent. Par contre, il faut que ça soit réciproque. Et là, on a évoqué tout à l'heure les robots de traite. Moi, j'ai un souci très concret. Ça ne me concerne plus. Je suis plus agriculteur, mais on arrive dans la génération des premiers renouvellements des robots de traite. Là, des gens qu'on a depuis 10 ans, 7 ans, enfin qui renouvellent. Ils sont quasi obligés de repartir avec la même marque, parce que tout leur historique de données est détenu par la plateforme qui appartient, souhaitons d'ailleurs qu'elle leur appartient, parce que c'est peut-être pas toujours le cas, à la marque du robot. Donc ils vont repartir avec celui-là. Donc c'est une certaine forme, c'est la même chose avec les tracteurs, puis avec bien d'autres matériels. C'est une certaine forme de dépendance qui est en train de s'installer. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut absolument que l'agriculteur soit maître de ses décisions, pas de ses données, on s'en fout ça, mais qu'il reste maître des décisions sur son entreprise. Et il faut faire attention que petit à petit, on ne perde pas ça au profit de plateformes qui demain nous donneront des ordres. Je vais vous donner un autre exemple. Les systèmes assurantiels qui se mettent en place un peu partout, assurance récolte qu'on aura de plus en plus besoin avec les aléas climatiques qui se développent. Quand on sème du maïs, par exemple, on reçoit depuis des années, chez nous toujours, je pense que c'est pas pareil chez vous, un indicateur qu'on croit venir de la COP, mais qui vient pas de la COP. Nous disons comme ça, il y a la bonne somme de température, vous pouvez semer telle variété que vous avez achetée. Je trouve ça super bien, c'est un bon conseil, c'est facile à faire. Mais ça vient des données qui sont détenues par les fournisseurs de semences. Imaginons que demain, les mêmes aient les systèmes assurantiels, parce qu'ils ont envie de les avoir. Ils vont savoir si on a semé ou pas semé. Ils vont dire, monsieur, je vous ai dit de semer là, vous ne l'avez pas fait. Moi, j'assure plus. Et là, c'est plus l'agriculteur qui est responsable de la décision de son exploitation. Alors, je caricature un peu la chose, mais ça, il faut absolument qu'on y veille. Donc, les régulations, alors, elles ne seront pas du jour au lendemain. Il y aura sûrement beaucoup de débats et beaucoup d'échecs à les faire, mais devront se faire. Malheureusement, je pense que c'est un peu le cas pour la médecine. Ça viendra quand on sera le dos au mur, qu'on sera obligé de les faire. On commence à voir des choses qui arrivent, notamment avec l'augmentation exponentielle du prix du blé. Il a passé 300 € tonne. C'est quand même pas anodin. C'est 301, c'est pas la même chose que 299 dans l'esprit des gens. Et on peut demain voir revenir des émeutes de la faim, des choses comme ça, y compris en Europe. Pas en Belgique, pas en France, je pense pas, mais on peut le voir revenir. Et je pense qu'il nous faudra malheureusement peut-être avoir des choses comme ça pour nous faire réfléchir à des nouvelles formes de régulation. Carlo. Je voulais réagir que je suis d'accord, si ce n'est que, et c'était ça la réflexion qu'on avait eue quand on a créé le concept de dire qu'il y a une commission, enfin un comité éthique, c'est un peu dans cette logique-là, pas dans une logique de régulateur pour fermer, mais est-ce que tout compte fait, dans un débat de filière, dans un débat de celui-là, il est opportun ou pas de partager la donnée? C'est dans cette logique-là. Alors on l'a appelé éthique pour dire justement le côté de... Il y a une réflexion qui doit se faire. Peut-être que demain, c'est le comité de régulateurs, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais c'est dans cette volonté-là, et de l'élargir justement à un panel de personnes, jusqu'aux consommateurs. On pourrait aller à y mettre jusqu'à des consommateurs qui viendront apporter leur fibre, leur sensibilité dans cette réflexion-là. Donc la plateforme, pour moi, peut, alors c'est peut-être mal dit, réguler, mais en tout cas avoir une notion de pouvoir porter un jugement sur l'intérêt ou pas. Alors, où on a un vrai problème là-dessus, c'est pas leur jeter la pierre, c'est que nos responsables politiques et même des organisations professionnelles ou autres sont à milieu de ça. On parlait d'acculturation des agriculteurs, je pense, mais ils en sont conscients pour la plupart. Il y a une vraie acculturation à faire des décideurs aux vraies réalités du numérique. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple, parce qu'on est en train de vouloir faire prendre des décisions à des gens qui ne savent pas ce que c'est, en fait.
Je ne prétends pas en savoir beaucoup plus, mais ça fait partie des choses qu'on avait vues notamment au Conseil national numérique, qui ne concernent pas uniquement l'agriculture. Je vais revenir un tout petit peu sur le plancher des vaches, puisque c'est ce qui finalement nous fait vivre tous, que ce soit par l'alimentation ou par notre travail. Et je voulais poser une question sur la confiance dans la donnée, et finalement poser une question aux agriculteurs et aux encadrants sur est-ce que parfois vous êtes surpris positivement, c'est-à-dire que le système a anticipé des choses que vous seriez passé complètement à côté. Est-ce que vous êtes surpris par la donnée agricole de temps en temps dans vos fermes? Est-ce qu'elle vous apprend des trucs? Ou est-ce que vous dites, ah ben, c'est une bonne confirmation, comme ça je sais à peu près, etc. Ça peut être aussi pour ceux qui produisent des données agglomérées. Nous, de notre côté, on est régulièrement surpris par la donnée, puisque même, bon, on est sur les deux côtés, chez Rumexpert, on est à la fois en ferme, et puis de l'autre côté, on fait aussi du management à distance. Et donc, on connaît les fermes, on connaît nos éleveurs, on connaît leur fonctionnement. Et donc, parfois, simplement de reprendre, comme je disais tout à l'heure, de la hauteur, on se rend compte qu'on a des nouvelles données qui nous permettent d'analyser ça complètement différemment. Et c'est comme Bruno le disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on va en ferme et qu'on fait notre travail sur le plancher des vaches, on avance, on est dans notre routine de travail, mais parfois aller vraiment regarder la donnée et se dire « Ah, mais en fait, je suis passé à côté de quelque chose alors que j'ai été dans la ferme, que j'ai discuté avec l'éleveur, et puis hop, on va rechercher la donnée, et j'ai dit « Hop, regarde, on est passé à côté de ça ». Et donc, c'est vraiment d'aller regarder la donnée, que ça nous permet aussi, nous, en tant qu'encadrants, de faire preuve d'humilité, de se dire, bon, on est passé à côté, mais justement, la donnée, cette veille qui est là en permanence, nous permet de bien cibler le problème. Tu peux donner un ou deux exemples concrets, par exemple, qui t'ont marqué récemment? Il y a des exemples en termes de chaleur. J'ai des éleveurs qui habituellement détectent très 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 bien leur chaleur, et donc c'est vrai qu'on est dans la routine. C'est vrai que chez des éleveurs, ces éleveurs-là, je vais jamais mettre en cause la détection de chaleur, parce que je sais, j'ai mes indicateurs habituels dans le cadre du suivi des données que je surveille qui me montrent qu'ils détectent bien, et donc c'est vrai que je pars jamais là-dessus. Et donc j'étais face à un problème où j'avais effectivement, donc de manière technique, beaucoup de corps jaunes, et des vaches qui étaient vides, et donc j'ai tout de suite incriminé le taureau. Et je me suis dit, c'est tout, c'est la faute du mâle dans ces cas-là. Et en fait, non, pas du tout. Il y avait simplement eu un relâchement de la part de l'éleveur, et je l'ai constaté finalement en retournant voir mes données, en retournant voir la détection des chaleurs. Et c'est vraiment là que je m'en suis rendu compte. Et donc là où tout de suite on cherche d'autres causes, c'était simplement l'éleveur qui finalement n'avait plus été dans ces vaches comme il y était auparavant, parce que madame s'était cassé le pied. Et donc voilà, donc la puissance de l'équipe qui est aussi au niveau de la ferme, ça fait beaucoup. Et donc dès qu'on a une équipe qui se disloque, pour moi c'est vraiment extrêmement important de revoir la donnée, d'aller voir la cause, elle est là. On a la donnée dans le timing, ça nous permet de vraiment bien cibler le timing et de vérifier qu'en effet la donnée nous apporte des choses. Donc c'était finalement la faute de la femelle. Est-ce que Bruno, il y a des moments où tu es surpris par tes données? Surpris, non, mais je vais parler un peu d'historique. Quand on a instauré par exemple le heat time, détection des chaleurs, mon beau-père était un peu sceptique. Est-ce que ça va être mieux que ma détection? On n'était pas mauvais en termes d'intervalle vélage. Est-ce que ajouter un capteur va vraiment nous faire gagner des intervalles vélage, mieux détecter la chaleur et plus. Et il est, par rapport si on compare, il est plus confiant dans la donnée fournie par le navigateur, parce que c'est une analyse pure et dure de la progestérone qu'il y a dans le lait, que du capteur, parce que le capteur, c'est un capteur de mouvement, donc il y a un peu d'alternatives. Donc, il y a aussi, quelque part, il faut la confiance dans l'outil qu'on utilise. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que quand tu connais le personnage, tu te dis que forcément, avec son vécu 30 ans de sélection, d'élevage, de précision, d'avoir un œil aguerri, finalement, être encore surpris par la technologie à cet âge-là, avec ce niveau d'expérience, c'est quand même super porteur. Ça veut dire qu'il y a une vraie collaboration à aller chercher. Jean, tu peux donner ton point de vue? Je ne suis pas le seul. C'est aussi la même génération. Et je suis encore effectivement surpris. Il y a un taureau de rattrapage. Le taureau de rattrapage, il est avec les vaches qui ont des colliers. Alors,
il faut effectivement bien appréhender le système, parce que vous savez, quand dans un troupeau, il y a une vache en chaleur, ben, il y en a 3-4 qui... Et puis, il y en a une qui marque à 50 ou 60, et puis l'autre à 90. Donc, on est encore surpris tout le temps, et parfois, même fréquemment, échographie, bof, elle est pleine de 35 jours, elle est en chaleur, avec le taureau, il y a 15 jours. Et avec le sense-up, eh ben, bon, on recale la date juste. Donc voilà, on est encore surpris tous les jours. C'est intéressant. Alors, il y avait un autre point qui m'a quand même marqué dans cette journée, c'est que on pourrait avoir donné l'impression qu'avec le numérique, l'éleveur se retrouve tout seul. Et finalement, moi, j'ai l'impression qu'on crée davantage de liens. Donc, c'est aussi un message assez porteur. Je ne sais pas si vous avez un point de vue sur la question. Je vais l'illustrer non pas au travers de paddock dont on a parlé aujourd'hui, du côté ovin et caprin, mais au travers d'une autre action qui s'est mise en place il y a maintenant 2 ans pour les éleveurs bovins et les éleveurs ovins et caprins chez nous, qui est le monitoring du parasitisme digestif auprès de nos abonnés à cette proposition de suivi. Il y a des éléments de feedback qui sont renvoyés en complément des analyses de laboratoire qui sont fournies donc par les services de diagnostic. Ces éléments de feedback qui couplent à la fois l'identité des animaux prélevés, les résultats des analyses coprologiques actuelles, antérieures, des années précédentes, des catégories d'âge visées, qui couplent également ces données avec les données météorologiques qui sont captées à l'IRM pour justement voir quelles sont les fluctuations de degrés d'infestation parasitaire en fonction des éléments de météo. On couple aussi avec les contrôles d'efficacité des molécules, etc. On voit notamment du côté ovin et caprin que ça a permis de redynamiser le discours entre l'éleveur et le vétérinaire traitant. Parce que finalement, nous ne sommes que prestataires de services pour mettre en place le suivi, envoyer, transmettre ces éléments de feedback et de rapportage. On le disait tout à l'heure, le rapportage est important, c'est ce qu'on fait. Et puis, il y a des personnes sur le terrain qui doivent parler, qui doivent discuter, qui doivent digérer ces données. Et on voit que ça peut servir aussi à recréer du lien et recréer une dynamique. Et là, on ne parle plus de la machine, on parle bel et bien d'êtres humains qui discutent, qui nuancent, qui critiquent les éléments qui sont apportés par ces outils numériques. Et donc ça, je pense que c'est aussi un facteur essentiel qui doit être mentionné, c'est que ça recrée aussi du lien humain. Julie ? Oui, pour rebondir un petit peu là-dessus, je suis d'accord. En fait, la digitalisation, la numérisation, ça va en fait énormément augmenter le jeu de données qu'un éleveur ne va pas toujours pouvoir interpréter parce qu'il a autre chose à faire, il n'a pas toujours non plus les compétences parce que c'est parfois compliqué vu toutes les molécules qui sortent de savoir un petit peu comment les interpréter. Et je pense qu'effectivement, ce flux de données fait que du coup, il y a peut-être besoin d'avoir des gens autour qui pivotent et qui... C'est important, quoi. Ça permet vraiment justement ce flux de données de recentraliser, d'avoir une équipe d'encadrants avec l'éleveur. François, tu disais dans ta présentation que tu avais optimisé ta planification grâce au logiciel d'alimentation automatisée. Concrètement, dans ton quotidien, ça veut dire que maintenant, tu vois à combien de mois, de jours en avance? Ici, on peut dire qu'on sait voir sur une année complète, surtout sur tout ce qui est alimentation. Donc maintenant, on sait prévoir tous les surcoûts ou les coûts à venir selon les saisons. Par rapport à tes stocks à la ferme et ce que tu dois acheter, évidemment. Ouais, sur les stocks et puis surtout sur les concentrés qui sont quand même une grosse partie des charges aussi, et pour essayer de limiter aussi ces achats de concentrés. Ou les acheter à la meilleure période, parce que aussi, du coup, tu as de la vision, quoi. Ouais. Bruno, tu l'utilises aussi en planification? Planification, c'est tout ce qui est planification du cheptel, c'est l'âge, insémination, je peux le planifier 2 jours à l'avance. Donc ça, c'est un avantage aussi. Je sais que ma vache va être en chaleur, je peux grâce aux portes de tri, je peux la guider vers mes logettes de séparation pour que je ne doive pas courir dans les 180 vaches pour l'inséminer. Elle va être séparée, elle va être prête. Enfin, entre guillemets, elle sera là. C'est un gain de temps aussi. Planification, oui,
on fait pas mal de croisements blanc-bleu pour éviter, comme Anne-Sophie l'a dit, éviter le pré-troupeau. Toujours monitorer combien de gestations en pur j'ai pour être sûr que je vais atteindre mon objectif de génisses nées sur l'année. Et s'il faut corriger soit en dose sexée, soit en asséminant des multipares un peu plus en pur. Donc, planification là aussi. Ouais, c'est plus dans la gestion du troupeau, quoi. Vraiment. Globalement, dans le discours, ici, on voit que ça augmente quand même drastiquement le confort des humains et le confort des équipes autour des fermiers. Hein, c'est un peu la conclusion. J'aimerais juste vous demander votre point de vue, mais ça concerne tout le monde, sur est-ce que vous avez l'impression que la numérisation ou la digitalisation apporte davantage de confort aux animaux? Et dans quelle mesure? Je n'ai pas de vache chez moi, mais je peux dire que oui. Par la force des choses, on est dans une approche anticipative et de prévention. Je n'ai pas l'exemple israélien qui a été évoqué tout à l'heure, qui avec un zéro utilisation d'antibiotiques. Donc pour moi, oui, être avec ces systèmes qui sont au plus près de l'animal. Alors tu parles de bien-être, tu parles aussi d'environnement, et donc tous les débats sociétaux autour de les productions animales. Pour moi, la numérisation est aussi une solution vis-à-vis de ce genre de repositionnement de l'élevage dans le contexte où aujourd'hui il est fort critiqué. Donc oui, vraiment, clairement. Si je peux rebondir, en effet, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Carlo quand on a montré tantôt, utiliser la donnée et analyser la donnée, ça permet d'anticiper la mise en place de solutions dans les exploitations. Donc si on peut anticiper les problèmes dans les exploitations, on va clairement gagner en termes de bien-être chez les animaux, à la fois au niveau production, et ça c'est plus le bien-être au niveau des éleveurs, mais vraiment en termes de bien-être de la vache pour lui éviter des soucis au niveau de la ferme qui vont pouvoir se généraliser. Donc la donnée c'est anticiper et donc clairement c'est améliorer le bien-être. Pour moi, la donnée, c'est anticiper effectivement au niveau de l'animal, par exemple, mais c'est aussi voir un petit peu sa gestion, avoir vraiment une vision objective de sa gestion, voir si on peut l'améliorer. Et donc, ça peut aussi améliorer le bien-être voilà, à l'échelle de la ferme. Et de là, de nouveau, l'intérêt de partager les données. Parce que si on a des bases trans-troupeaux, on peut justement encore plus apporter l'animal par rapport à une population. Chose que peut-être des systèmes locaux ne savent pas faire. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce panel riche et c'est quand même rempli de messages d'avenir et de positifs. Je retiendrai le plus important pour moi, c'est le fait que ça solidarise des communautés agricoles et je pense que la PAC, par la force des choses, a mécanisé énormément l'élevage et elle a réduit le nombre d'unités sur les fermes. La numérisation va peut-être faire l'effet inverse, c'est-à-dire de régénérer des collectivités agricoles familiales de taille moyenne où les gens peuvent se parler, où il y a des êtres humains qui partagent le boulot.